sport comme vous devez l'entendre. Le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition du podcast de Jojo. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour André Michel. Alors nous sommes le lundi, ou plutôt le mardi 16 juin 2026. La Coupe du Monde a commencé. 6 des 10 représentants africains ont joué. Nous sommes à quelques heures de Sénégal-France au moment où nous enregistrons cette émission, mais on peut déjà faire un premier bilan. De manière générale, Jojo, satisfait de la performance des Africains? 3 matchs nuls, 2 défaites, 1 victoire. J'avais déjà annoncé que je ne serais pas surpris parce que je pense qu'on a toujours eu euh, une équipe avec trois ou cinq représentants. On avait une équipe qui se montrait à un niveau international et on avait celle qui passait inaperçue, mais dont le pays pouvait être fier parce que c'était une performance relativement correcte. Ouais. Puis celle qui passait par la fenêtre. Et là, on est en plein dedans. On a de brillants résultats et même de brillantes prestations. Celle du Ouais, Maroc en est une ouais. prestation internationale, une prestation de, de, de patron. Puis on a, euh, oui, celles qui sont passées par la fenêtre. On peut penser à la Tunisie. On ne pense pas. C'est là, c'est la Tunisie, par exemple. Et on a celles qui obtiennent un résultat qu'on dit correct, mais qui est un résultat correct de petit. C'est-à-dire, il faut être, oui, c'est relatif. La preuve, c'est que la Vous pensez au satisfaction du Cap-Vert. match nul, voilà, la satisfaction du match nul du Cap-Vert n'est que du point de vue du Cap-Vert. Parce que match nul veut dire que personne n'a gagné. Mais lorsque l'une des deux équipes n'ayant pas gagné fait le résultat, ça veut bien dire que ce résultat est bon, mais relativement, pas dans l'absolu. Et, Ouais, mais, et quand on veut progresser pour pouvoir faire ces deux analyses, c'est un résultat bon relatif, mais dans l'absolu, ce n'est pas un bon résultat et on doit progresser. ouais. Donc, et là, Alors, euh, oui, Jojo, décortiquons tout ça dans le bon ordre et commençons peut-être par l'excellente nouvelle. Et vous l'avez évoqué, Maroc-Brésil, c'était samedi 13, c'était l'entrée en scène du deuxième représentant africain. Ça se déroulait à New York, à New Jersey, tout à côté, le match où aura lieu la finale. Et on a vu un Maroc faire mieux que causer des problèmes au Brésil. C'est un Maroc qui a été en contrôle d'une bonne partie du match, puisqu'en finale, un but partout cependant. moi j'aurais dit autre chose. On a vu un match où le Maroc a posé des problèmes, le Brésil a posé des problèmes au Maroc. C'est-à-dire que le Et Brésil a donc, souffert. le Brésil a souffert, le Brésil posait des problèmes au Maroc. Le Maroc proposait des solutions. Le Maroc n'est pas arrivé dans le match pour poser des problèmes au Brésil. Le Maroc est arrivé dans ce match et a joué à sa manière. Et donc, c'est le Maroc qui cherchait des solutions face au Brésil. Le Brésil n'en avait pas. Donc, non, le patron du match a été le Maroc. Le match s'est terminé par un match nul. Tout le monde est content parce que quelque part, on a de la sympathie pour le vieux champion qu'est le Brésil. C'est comme dans un combat de boxe, vous avez un type qui a été champion de multiples fois. Le jour où il est malmené, vous êtes quand même un peu pour lui, tout en reconnaissant que son adversaire plus jeune représente l'avenir. C'est ça. L'équipe de ce match, c'était le Maroc. Alors, Jojo, pourquoi le Maroc semble avoir si bien géré entre ses performances d'il y a 4 ans et aujourd'hui? On a vu une équipe qui semble continuer sur sa lancée. Vous me direz, ils étaient en finale de la CAN avec les mêmes qualités. Mais qu'est-ce que le Maroc a si bien géré, tant du point de vue de la préparation que du point de vue du match lui-même? En parlant d'ailleurs de la CAN, si le Maroc avait joué comme ça à la CAN, il n'aurait pas eu de rival.
À la CAN, ils ont été rattrapés par l'autre fait de jouer à domicile. Tout le monde pense toujours que vous serez soutenu, mais les joueurs à domicile ont quelquefois du mal à supporter la pression, donc ils sont légèrement moins bien. Là, le Maroc a joué totalement libéré dès la conception de son match et libéré sur le terrain. Donc, qu'est-ce que le Maroc a fait de si bien pour pouvoir continuer d'une édition à l'autre? Eh bien, non seulement le Maroc n'a pas continué, le Maroc s'est plutôt amélioré. Le Maroc de 2022 était un Maroc qui résistait d'abord et qui ensuite surprenait par la qualité de sa tenue de balle, sa qualité collective et même individuelle. Alors que cette fois-ci, le Maroc n'est pas venu pour résister, le Maroc est surtout venu pour imposer sa manière de jouer et il y parvenait assez souvent. Donc, je pense que le Maroc s'est amélioré. Pourquoi? Eh bien, parce que généralement, en Afrique, nous manquons de capacité de voir, euh, d'agir dans l'abstraction. Abstraction comment? De calculer et de dire par avance, si je fais ceci, voilà ce qui va arriver. Nous agissons souvent par rapport aux conséquences. Et donc, à ce moment-là, dans les conséquences, eh bien, nous sommes dans l'urgence. Alors que le Maroc a prévu depuis longtemps, le Maroc travaille en vue de quelque chose. Donc, il pose des actes en amont qui doivent ensuite apporter des résultats. Et cela marche si bien parce qu'ils imaginent l'avenir et le préparent. Le Maroc a donc la faculté de dessiner son avenir et de dire voici ce que nous voulons dans l'avenir, pose des actes dans le présent qui, après, lui apportent des conséquences heureuses. Et donc, ils n'improvisent pas beaucoup. Ils ont travaillé, c'est pas d'aujourd'hui en réalité. Tout le monde regarde aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils ont décidé d'arriver à quelque chose. Il faut se rappeler que dès les années 80, le Maroc prétendait déjà à la candidature de l'organisation d'une Coupe du Monde. Ouais. Et il y a quelque chose pour laquelle on ne lui a pas accordé beaucoup de mérite. Le Maroc a été en Coupe du Monde depuis 1970. À l'époque, le Maroc n'avait perdu que 1-0 face au futur champion du monde qui était le Brésil. Que le Maroc a été la première équipe africaine à passer le premier tour. On ne l'a pas suffisamment célébré. Puis après, le Maroc va confirmer en étant la première équipe à aller en demi-finale Ouais. Il y a et à 4 ans au rivaliser Qatar. voilà, et à rivaliser dans le jeu. C'était pas une équipe ultra défensive qui ne savait faire que ça, qui n'alignait pas deux faces à la récupération du ballon. Non, elle défendait comme une équipe moderne et quand elle avait le ballon, elle savait l'utiliser. Aujourd'hui, elle a passé un cap. Euh, Elle vient jouer contre le Brésil en sachant exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire, et elle essaye de le faire sur le terrain et d'imposer son jeu. Ouais. Donc, on a une équipe qui a bien progressé et tactiquement, un changement d'entraîneur entre Walid Regragui et Mohamed Ouabi n'a pas énormément changé sur le terrain. On a retrouvé un Maroc Euh, tout aussi agréable à voir. oui, oui, absolument, mais ça confirme ce que je disais tantôt dans la prospective, c'est-à-dire que le, 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 le Maroc n'a pas eu un Walid Regragui par hasard une fois. Non, le Maroc a décidé d'envoyer ses enfants en formation et donc il y en a plusieurs qui peuvent et il les connaît. Le Maroc ne redoute pas ses enfants, il les envoie, il leur ouvre la porte des formations, il les met en contact avec la formation, avec les meilleurs, de façon à en avoir plusieurs qui peuvent. Et donc,
la position n'est pas une rente pour un individu. Le jour où il part, on a quelqu'un d'autre qui est capable de faire, comme dans les grandes nations. Ouais, et Et d'ailleurs, donc, Mohamed Ouabi vient des sélections jeunes où on l'a vu mener les équipes de moins de 17 ans, de moins de 20 ans sur le plan voilà. international. Donc, il n'arrive pas en étranger, il découvre en réalité personne. Il a ramené certains de ses joueurs. Voilà, absolument, il les connaît et en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes, logiquement, dans un pays où les choses marchent, l'entraîneur des équipes de jeunes s'inspire aussi de comment joue l'équipe A. Et l'entraîneur des A, même s'il est préoccupé par son sort et par son équipe, jette un coup d'œil en bas. Et donc, la fédération doit vous obliger à avoir une certaine identité de haut en bas, de manière à ce que il y ait une certaine cohérence. Et donc, les gars, les joueurs, lorsqu'ils montent de catégorie, ne réapprennent pas à jouer. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avec peut-être plus d'intensité, avec voilà. Mais donc voilà le Maroc. Donc, en dépit d'un match nul, en raison de la qualité, un Maroc plutôt bien parti. Deuxième match vendredi face à l'Écosse. Troisième match pour le Maroc, mercredi de la semaine prochaine face à Haïti. On voit logiquement le Maroc. On peut attendre le Maroc au prochain tour. D'autant que le prochain tour, j'ai déjà eu à le dire, le prochain tour n'est pas comme celui d'avant. Le prochain tour, ici, à 48, et non seulement on va prendre 2 par groupe, mais on va prendre, je crois, 8 meilleurs troisièmes. Troisième, oui. Donc, il y a de la marge Voilà. pour passer. Ce premier tour, non seulement il est loin, mais parce qu'il est loin, il est un premier tour encore plus facile que dans le passé, parce que c'est pas 2 seulement, c'est 2 et 2 et 3 quarts derrière. Alors, Jojo, passons à l'autre équipe qui est probablement l'une des autres satisfactions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un pays qui vous est cher, l'Égypte, qui a fait match nul face à la Belgique à Seattle, côté ouest américain, un but partout, après une prestation peut-être pas au niveau du Maroc, mais tout aussi solide. Oh, après une prestation solide, après une prestation solide, après une prestation de niveau international, c'est-à-dire que les Égyptiens, comme les Marocains, ont mené et ils ont, eux, pour les Marocains, je le disais, les Brésiliens ont tutoyé les Marocains, alors que là, ce sont les Égyptiens ont tutoyé Les les Belges. Belges. Les Belges étaient favoris de la rencontre, mais les Égyptiens se sont montrés totalement au niveau en faisant des choses de haut niveau et en obtenant finalement un résultat qui est somme toute satisfaisant et qui est largement mérité. Donc, Le premier tir cadré des je- Belges arrive à la 60e minute à l'heure de jeu. Entre-temps, les Égyptiens ont même eu l'occasion de tuer le match. Mohamed Salah a fait un très bon ouais, match, Eman Achour également, et Zico sur le ouais. flanc droit. C'est une performance, comme vous dites, solide, mais qui confirme également une fois un travail de longue haleine côté égyptien. Qui confirme un travail de longue haleine, qui confirme une certaine pérennité des choses, une certaine cohérence. Donc, je- moi, j'ai trouvé une Égypte totalement améliorée par rapport à sa version CAN, là Ouais, aussi. d'il y a 3 mois. Oui. Euh, Ouais, 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 ils ont rajouté une grande volonté de jouer contre les adversaires plus forts. Je me demande pourquoi joue-t-il avec le frein à main en Afrique? Je sais pas. Si j'avais une telle équipe, je jouerais forcément beaucoup plus. Là, ils n'avaient Vous pas avez, le frein à main. Ils se sont exprimés totalement. Ils ont des qualités à faire valoir. Ils ont des qualités à faire valoir. Et là, ils les ont fait valoir. Peut-être, parce que les 2, 3 occasions dont vous parlez qu'ils avaient de tuer le match, est-ce qu'ils ont eu une petite retenue? Mais ils avaient effectivement l'occasion de mener 2-0. Parce que le paradoxe égyptien, c'est que l'Égypte n'a jamais gagné de match en Coupe du Monde, n'y a participé d'ailleurs qu'à 3 ou 4 reprises. C'est pourtant le grand champion, c'est la grande équipe en Afrique, 7 Coupes d'Afrique des Nations Oui, gagnées depuis 1957. ouais.
ouais, mais je me rappelle en 90, ils y étaient, ils ont fait 2, 3 matchs, ils ont fait des Oui, matchs solides, ils n'ont pas oui, gagné, euh, et là, ils étaient vraiment proches mais bon, je pense que cette fois, avec ce qu'ils ont fait contre la Belgique, ils ont vu le résultat qu'ils ont obtenu, pas le oui. résultat mathématique, mais le résultat en termes de production de jeu et de satisfaction, parce que quand vous jouez bien, vous êtes les premiers satisfaits de votre performance. Et je crois que les Égyptiens ont fini le match en étant eux-mêmes satisfaits parce qu'ils se sont exprimés totalement quand ils avaient le ballon. Ils n'ont pas passé le temps à casser le rythme de l'adversaire, à perdre. Même lorsqu'ils ont mené, ils ont mené pendant longtemps. Et ils n'ont pas fait ce qu'on leur voit faire souvent en Afrique. Et ils n'ont pas essayé de gagner du temps. Ils ont joué. Ils ont été positifs avec le ballon. Avec la force qu'ils ont. Alors, l'Égypte, prochaine rencontre dans une semaine, lundi 22 face à la Nouvelle-Zélande, et ensuite, derrière, il y a l'Iran. Il y a également là une possibilité de voir cette équipe passer, car elle nous a montré de très bonnes promesses. Puisqu'on parle de match nul, Jojo, parlons de l'autre et le troisième match nul d'une sélection africaine, celle, certains diront, prestation héroïque du Cap-Vert face à l'Espagne, 90 minutes de souffrance, mais 90 minutes au bout à 0-0. Ça vous rappelle pas le Oui, Cameroun 1982, oui, par exemple? oui, oui, absolument, absolument. Pour dire toujours la vérité, un match nul de petit, c'est-à-dire dans la souffrance et dans la prière, avec des supporters qui, qui ne prennent pas de plaisir pendant le match tellement ils sont crispés et qui vont exploser de joie et de plaisir donc à la fin du match par rapport au résultat. Et donc c'est ça. Le match du Cap-Vert, en fait, lorsque vous le ramenez au Cameroun, parce que vous aimez bien ça, ben si vous le ramenez au Cameroun de 82, moi je le ramène au Cameroun de 2026, Ouais, 5-2026. C'est-à-dire, le résultat du Cap-Vert doit en réalité donner beaucoup de regrets. Il doit remuer le couteau dans la plaie des Camerounais parce que le Cameroun, le vrai, celui qui avait débuté à la suite de la CAN en Côte d'Ivoire, a étrié le Cap-Vert 4-1. Et ce Cameroun montrait beaucoup d'avenir et laissait entrevoir beaucoup d'espoir. Si le Cameroun avait continué sur cette lancée et à ne pas se mettre des bâtons dans les roues, à ne pas se tirer une balle dans le pied, ce Cameroun-là, je le voyais dans les 4 derniers, pour ne pas être chauvin et dire potentiel vainqueur de la dernière CAN, ce Cameroun-là ouais, aurait progressé et avec l'expérience du passé, ce Cameroun-là aurait fait beaucoup mieux, j'en suis sûr, que le nul du Cap-Vert qu'on voit. Mais bravo au ouais, Cap-Verdien pour leur première participation absolument. d'obtenir ça. Et tant pis pour le Cameroun qui s'est tiré plusieurs balles dans les pieds. D'ailleurs, quand vous évoquez le Cameroun, Jojo, puisqu'on vient de parler du Maroc et de l'Égypte, il faut bien préciser que la défaite du Cameroun, son incapacité à se présenter à cette Coupe du Monde, à se qualifier, est vraiment liée à l'inverse de ce qu'on voit faire le Maroc et l'Égypte. Pendant que le Maroc et Oui, l'Égypte, pendant des années, préparent et administrativement, on voit du travail se faire autour de la gestion de l'équipe, le Cameroun a fait ce qu'on ne doit pas faire, mais qu'on a érigé en oui, règle, le désordre oui. absolu, le bordel total autour de la préparation de l'équipe pendant des mois, des années, et qui vaut cette Pendant- incapacité, cette absence en Coupe du Monde. Oui, mais tout le monde, en plus, cette affaire-là, tout le monde est coupable. Parce qu'il y a ceux qui ont agi et il y a ceux qui ont regardé. Lorsque la fédération camerounaise met dans un bus des garçons de moins de 20 pour faire 1000 kilomètres la veille d'un match, pour aller prétendre aller jouer à la place des A, si ça, c'est pas la démonstration qu'on ne veut pas que l'équipe progresse, on ne veut pas que le Cameroun gagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attendra d'autre. D'avoir fait cela
a bien montré qu'on ne veut pas laisser cette équipe. Et donc, partout ailleurs, parmi, parmi les missions des dirigeants et des encadreurs, il y a la recherche de la sérénité. Travailler dans la sérénité apporte le relâchement et le progrès, la Absolument. réalisation. Or, cette équipe du Cameroun est allée en anglais, on dirait hindrance, c'est-à-dire d'obstacles, voilà. Ouais, Est allée, c'était une course d'obstacles au point que elle n'a fini que par s'épuiser, s'époumoner à franchir les obstacles. Donc, et tout le monde aujourd'hui va voir l'image de l'équipe du Cameroun, la dernière image, qui n'est pas bonne. Or, la vraie image, le vrai potentiel, c'est ce début lorsque elle étrit le Cap-Vert 4-1. ouais. Et si on lui avait créé des conditions favorables, elle n'aurait donc fait que s'améliorer, alors que là, elle a fait que chuter. Mais bon, ça, c'est le problème des Camerounais et pas le problème de la Coupe du Monde. Absolument. Dans le Cap-Vert a pris la place et s'est débrouillé comme il a pu. Ça fait donc, on a évoqué les 3 premiers matchs nuls. Parlons d'un pays qui est cher à tous les Camerounais, puisqu'il appelle la belle famille notamment, la Côte d'Ivoire, qui a enregistré la seule victoire de cette moitié de première journée pour les équipes d'Afrique. On peut être satisfait du résultat. Êtes-vous satisfait de la manière, Jojo? Euh, je finirai par dire, comme les entraîneurs, parce qu'ils l'avouent jamais, une fois qu'ils gagnent, ils vous disent que le plus important, c'est le résultat. Maintenant, il faudrait savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire a définitivement maîtrisé cette façon de jouer? C'est-à-dire où on peut être dominé. Et en cela, le match amical, bien qu'il n'était qu'amical, contre la France, lui a beaucoup apporté à cette Côte d'Ivoire. Pourquoi? Eh bien, parce que la Côte d'Ivoire a appris ce jour-là qu'elle était capable de souffrir, mais qu'elle pouvait croire pendant sa souffrance que rien n'étant éternel, elle ne souffrirait pas tout le temps et qu'elle finirait Ouais, par gagner. Donc, ouais, lorsque vous avez foi en votre capacité de souffrir, vous acceptez de souffrir, j'allais dire avec le sourire, mais surtout avec détermination de ne pas céder parce que vous avez espoir. Et le but ivoirien est un symbole parfait de ce que je dis. Au ouais, moment où Singo, au moment où Singo reçoit le ballon, il a un adversaire sur le dos qui fait même faute et lui réussit, non pas logiquement à ce moment du match, un single satisfait du résultat serait tombé, aurait ouais, bénéficié d'un franc et les autres se seraient replacés. Mais lui, il a ouais, voulu gagner le ballon, il a tout fait pour gagner le ballon et rester debout et aller de l'avant ouais, comme il savait déjà que s'il passait cet adversaire, il aurait une chance. Et c'est ce qui s'est ouais, passé. Il a résisté et derrière, il avait 40-50 mètres à effectuer. Au bout de sa course de 50 mètres, il avait encore la lucidité de ne pas faire un centre de défenseur, mais de faire un centre d'attaquant doué, c'est-à-dire regarder, être précis, choisir. Et ouais, là, la Côte d'Ivoire a bien montré que sa souffrance n'était pas vaine, qu'elle savait pourquoi elle souffrait. Parce ouais, que ce n'était pas une solution unique dans la surface, c'était plusieurs solutions dans la surface. Et la meilleure était Amad Diallo, que Singo a choisi, lequel Amad Diallo, lui aussi, bien que plus frais que Singo, a eu la lucidité de faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire cet intérieur du pied qu'il a visé passer à l'extérieur du défenseur qui masquait le gardien, qui fait donc que le gardien voit le ballon trop tard et surtout trop loin pour y arriver. Et Donc, ce n'est pas un la, match la, simple pour la Côte d'Ivoire. C'est un match qu'ils donc, jouent littéralement en matière de fans, en infériorité numérique, on dira, parce que dans un stade archi-comble à Philadelphie, il y a en réalité très peu d'Ivoiriens. C'est une mer de d'Équatoriens qui sont dans le stade. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire. voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, bonne performance, surtout la victoire, d'autant que devant, il y a l'Allemagne qui a fait grosse impression en battant Curaçao 7-1, et puis derrière, il y aura Curaçao. Donc, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas rêver d'un meilleur départ.
Absolument. La Côte d'Ivoire a réussi. En réalité, si on doit classer préjugés des équipes du groupe, c'était Allemagne, Équateur en balance favorable plutôt par rapport à Côte d'Ivoire et Curaçao derrière. Maintenant que la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur, la Côte d'Ivoire est certaine au vu de ses forces de passer au deuxième tour. C'est-à-dire que Ouais, même en perdant contre l'Allemagne, elle battra Curaçao, elle passera au deuxième tour en position de deuxième, au moins. ouais, Donc, je pense que la Côte d'Ivoire, bon, maintenant, je dis pour les spectateurs, mais pour les joueurs, eux doivent savoir que ce que je dis, c'est en comptant sur les performances. Donc, ouais. Il il continue sur faut cette pas ligne. qu'ils se, voilà, faut pas qu'ils se relâchent en disant le grand a dit qu'on va passer. Heureusement, ils ont autour d'eux quelques-uns qui ont connu ces moments, qui ont été dans la grande compétition. Je pense notamment à Emers Faye, l'entraîneur, mais à Alain Guaméné, qui fait partie du staff, copain et petit frère, en quelque sorte. Parlons des deux autres équipes qui, elles, ont peut-être déçu, mais surtout ne se sont pas comportées pour le mieux. L'Afrique du Sud, défaite 2-0 face au Mexique en ouverture. Possible que c'était attendu, mais en plus, 2 cartons rouges. C'est un naufrage pour l'Afrique du Sud. Oui, oui, en fait, il faut pas penser que l'indiscipline, donc les cartons rouges, ont été la cause de la défaite de l'Afrique du Sud. En réalité, c'est parce que l'Afrique du Sud perdait pied que les cartons rouges sont venus. Et donc, les cartons rouges sont plutôt le témoignage du naufrage avant même qu'il ne survienne. Donc, l'Afrique du Sud a été faible. L'Afrique du Sud s'est montrée limitée. Donc, je ne sais pas si elle a la capacité de se relever parce que l'Afrique du Sud n'était pas. euh, il y a des choses que votre entraîneur ne peut pas faire pour vous. Lorsque vous Ouais. pouvez pas faire deux, trois passes, lorsque vous ratez des passes évidentes et que vous vous trompez de 4, 5 mètres sur une passe de 20 mètres. C'est arrivé trop souvent lors de ce match, mais est-ce en partie Hugo Broz, avant le match, Jojo disait, pour nous, ce match, c'est un bonus, la Coupe du Monde se passe après, face à la République tchèque et à leur troisième adversaire, la Corée du Sud. Mais est-ce que, d'une certaine manière, cette manière de voir le match n'a pas elle-même contribué à ce qui s'est passé dans le match? Oui, s'il a dit la même chose à ses joueurs, parce que comme entraîneur, je Ouais, sais qu'on peut dire des choses aux journalistes et dire autre chose à ses joueurs. Mais s'il a dit la même chose à ses joueurs, il a contribué à un peu les démobiliser et à les distraire. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de promettre la victoire à des matchs qui ne sont pas encore joués. Le match le plus important, c'est celui que vous allez jouer. absolument. Les autres, leur tour arriveront. Euh, en parlant ainsi, c'est comme s'ils se sentent capables de battre la République tchèque, c'est comme s'ils se sentent capables de battre La Corée du la Sud. Corée du Sud. La Ouais, Corée du Sud qui n'est jamais un adversaire facile. Il faut savoir que la Corée du Sud a déjà atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. C'est pas un adversaire facile. Il peut être méconnu, mais il n'est pas facile. ouais, Non, les Sud-Africains ont été au-dessous de tout, en dessous de tout. Ils doivent se ressaisir s'ils peuvent, parce ouais. que je crains, je crains pour eux que ce soit des limites plus profondes qui aient causé cela. Je souhaite Ouais. qu'eux, ils puissent proposer autre chose. Une autre équipe qui a connu elle aussi un naufrage complet, défaite 5-1, c'est la Tunisie et dont l'entraîneur Sabri Lamouchi a fait les frais puisqu'il a été limogé et remplacé par Hervé Renard. Le naufrage de la Tunisie était peut-être prévisible puisque ces matchs de préparation n'ont pas été plus prometteurs, ce n'était que de la préparation, mais tout ce qu'on a vu finalement dans ce premier match de la Tunisie a confirmé toutes les peurs qu'on pouvait avoir pour cette équipe. Si on a attendu les matchs de préparation pour avoir de la peur, c'est qu'on n'a pas l'œil. Pendant la CAN,
l'équipe de Tunisie m'avait beaucoup inquiété. Elle qui était arrivée qualifiée comme probable équipe forte. Il faut pas oublier qu'elle a été rapidement éliminée. On pouvait lui trouver tout ce qu'on voulait. Mais ni dans le jeu, ni dans le résultat, elle n'avait montré de consistance. Donc, ce qui arrive à la Tunisie et ce qui arrive ensuite prouve très bien qu'il y a des choses qui sont pas bien gérées là-bas. Parce que Ouais, si vous avez recruté un entraîneur pour aller en Coupe du Monde, il faut savoir que Sabri Lamouchi a été recruté après la CAN. ouais, Donc, et en si vous le janvier. virez après un match, Ouais, si vous le virez après un match, ça veut dire que vous auriez pu le virer avant, que vous auriez donc dû ne pas le prendre. Et voilà. Donc, cette instabilité dans vos décisions administratives et politiques montre très bien que la faiblesse de l'équipe de Tunisie n'est pas là où on croit. C'est pas ouais, sur le terrain. C'est la conception même qui est défaillante. Parce ouais. que tout cela, pour moi, prouve que dans les bureaux, je l'ai déjà dit, le football ne commence pas avec les footballeurs. Donc, ils ont beau être les stars de l'affaire, on les applaudit beaucoup, mais cette affaire réussit grâce à des gens qui sont en amont et qui préparent les conditions d'expression des athlètes. Hein. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant dans le cas de Lamouchi, il est le 6e entraîneur en 2 ans. L'autre s'en dit long. L'Afrique du Nord nous avait habitués à mieux. On avait affaire à ces choses-là ailleurs en Afrique. Mais une chose dont je veux parler, Jojo, c'est qu'il est remplacé par Hervé Renard, un habitué des sélections africaines, a été en Côte d'Ivoire et en Zambie, ce qui me rappelle que les sélections africaines au mondial, le Cameroun en est, se sont habitués, se sont amusés souvent à nous ramener les mêmes. C'est avec tout le respect qu'on leur doit, des fois, ils ressemblent à des mercenaires. On a eu affaire à Jean Vincent en 1982, arrivé quelques mois avant votre Coupe du Monde, votre première participation, Henri Michel en 94, Claude Leroy en 98, et ça, ce n'est que le Cameroun. On l'a vu ailleurs. C'est souvent un Européen, un Français, dans certains cas, qui va arriver pour une pige, qui va disparaître. Le pays ne se portera pas beaucoup mieux. Pourquoi ça continue en 2026? D'abord parce que le Cameroun a été un leader admiré, applaudi, et que il n'a pas toujours été exemplaire. Donc, très facilement, d'autres copies ont copié ce qui s'est passé au Cameroun en pensant que c'était la marque de la grandeur. Ça a marché, pourquoi pas chez nous, on le fait, mais on ne voit pas les conséquences. C'est qu'en réalité, lorsque vous faites cela, ça veut dire que vous êtes des gens qui ne prévoient pas. Et que vous êtes des gens qui ne travaillent pas ni dans la durée, ni pour la durée. Ouais, Voilà. Et donc, vous voulez toujours dans l'urgence faire quelque chose. Et ça, malheureusement, c'est une marque de la colonisation. Donc, on fait semblant de régler les problèmes rapidement, vite fait, voilà, pour l'occasion, et on se dit, demain, on parlera d'autre chose. Et donc, on ouais, ne construit pas réellement. Et quand vous faites ça, malheureusement pour nous tous, Dieu n'a plus personne. Donc, si vous faites cela, vous vous réveillerez un jour avec un grand retard, en ayant colmaté de petites brèches dans l'urgence et avec un grand retard, vous n'aurez pas construit et voilà, vous, ouais, vous parlerez, vous parlerez de reconstruction là où vous n'avez pas dit que vous avez été détruit. Donc, il n'y a pas de ouais, point de départ. Vous avez une reconstruction, une reconstruction éternelle, perpétuelle. Voilà. Donc là, les Tunisiens ils ont donc fait l'étage supérieur suprême qui fait que maintenant, c'est si gros que tout le monde est obligé de s'en apercevoir. Vous avez ouais, pris un entraîneur après la CAN et vous le virez dès son premier match de ouais, compétition. On se demande pourquoi avoir attendu là, parce que si vous le ouais. virez là, et que vous aviez des doutes auparavant, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Voilà. Donc tout ça montre bien que c'est pas bien géré. Ouais. Et d'ailleurs, la manière de le virer, il y a eu une annonce, un rétropédalage, puis une annonce à nouveau.
Et il est Voilà, donc remplacé pour voilà. que Hervé Renard soit au baguet aux manettes pour Tunisie-Japon le samedi et ensuite un dernier Tunisie-Pays-Bas, Japon-Pays-Bas, 2 équipes qu'on a vues à un très bon niveau. Voilà. Et 2 équipes de très bon niveau, 2 équipes bon, maintenant, je préfère leur souhaiter le meilleur. Il faudrait savoir que malheureusement pour la vérité, un bon résultat fera croire, et c'est là, malheureusement pour tout le monde, les dirigeants s'applaudissent et se font applaudir quand ils engagent un nouvel entraîneur. Ils se font applaudir quand ils le vivent. Ils Ouais, ont toujours le beau rôle. Et personne ne ouais, vous dit ce que je vous dis là, que de sauter ainsi d'un entraîneur à l'autre, d'une décision à l'autre est la preuve que ceux qui décident ne sont pas bons. ouais, Heureusement, en football, le dirigeant, comme je dis, il s'applaudit, il se tape la poitrine. Lorsqu'il engage un entraîneur, on va le féliciter. Lorsqu'il le vire, on va le féliciter. Il suffit d'aller voir quand on a engagé la Messi, tout le monde a applaudi. Quand on le vire aujourd'hui, tout le monde applaudit. ouais. Euh, C'est la stratégie du bouc émissaire et celui qui envoie le bouc à l'abattoir s'en sort toujours bien. Terminons, Jojo, avec malheureusement une question extra-sportive. Thomas Partey, milieu de terrain du Ghana, ne sera pas du premier match du Ghana lorsque le Ghana joue contre le Panama à Toronto au Canada, les autorités canadiennes ayant décidé que le footballeur ghanéen, qui joue désormais en Espagne, accusé de viol en Angleterre où il jouait avant, ne peut pas entrer sur le territoire canadien à cause des accusations. Disons d'abord une chose, ces accusations sont graves et les accusations de viol doivent être traitées avec sérieux en tout temps. Reste que, on se souvient, il y a un autre footballeur d'origine africaine, Benjamin Mendy, jouant en équipe de France, a été accusé, a perdu son boulot, Manchester City, pour être ensuite, au terme du procès, reconnu non coupable. Donc, Partey est interdit d'entrer alors même que le procès n'a pas été ouvert et on prive l'équipe du Ghana d'un de ses tout meilleurs éléments. Qu'est-ce que vous en dites? ne prive pas le Ghana de l'un de ces éléments. On exhibe l'injustice à la face du monde entier. Il n'est que accusé. Les faits ont beau être graves, il est libre et seulement accusé. Et les hommes politiques nous montrent à quel point ils sont forts pour nous distraire et pour diriger le regard accusateur sur d'autres et pour montrer leur fermeté sur d'autres. Moi, j'ai connu le plus haut responsable du FMI accusé en France, mais qui est resté en poste sans que la France ne le change et sans que personne ne réclame qu'on le change. On l'a laissé rester à son poste et aller jusqu'au procès qui n'a pas eu lieu, il y a eu un arrangement. Je connais un grand pays qui reçoit la Coupe du Monde, dont le président est accusé de multiples agressions sexuelles, et dont les accusatrices ont montré leur visage. C'était pas de dénonciation simplement. Non, c'est de vraies plaintes. Mais on traite avec lui et on vient vous dire que c'est le footballeur qui doit être l'exemple de la rigueur quand il est seulement accusé. Quand je dis ça, c'est pas simplement pour les Canadiens. On avait privé Karim Benzema d'équipe de France parce Ouais, qu'il était seulement cité dans une affaire. Il ouais, était seulement cité dans une affaire alors que le ministre des Finances de la France, quelqu'un qui a géré les finances de la France, était accusé, mais personne n'a trouvé que l'accusation était suffisante. Donc, je ouais, trouve que c'est totalement injuste, totalement farfelu. C'est vraiment la loi du plus fort contre les faibles et on ne ouais, s'attaque pas aux forts et on ne s'attaque pas aux gens de sa propre espèce. Donc, on va attaquer les footballeurs, les sportifs et dire comme ça, même les enfants verront pendant qu'on n'attaque pas les hommes politiques. Tout le monde a dit présumé innocent.
Euh, voilà, pour eux, c'est présumé innocent, on peut continuer. Et là, pour le footballeur, il ne peut pas représenter un pays, il ne peut pas rentrer dans notre pays. Combien de personnes vivent au Canada en étant accusées et pas encore condamnées et qui circulent et travaillent normalement? Ouais. Donc, c'est de Et l'injustice. Je ne veux pas présumer, d'autant que vous avez commencé en citant Mendy. Mendy avait jusqu'à 16 procédures contre lui. Et il était facile de dire, un, il n'y a pas de fumée sans feu. Deux, pour autant de procès, tous ces pays ne peuvent pas mentir. Or, ce sont des juges anglais qui ont ouais. fini par dire que 16 fois, on s'est acharné sur un malheureux footballeur d'origine africaine qui n'avait pas tort et qui pouvait bénéficier d'un doute suffisamment clair pour les Ouais. juges pour pouvoir le relâcher 16 fois. Ouais. Et entre-temps, Benjamin Mendy, sa carrière a été déraillée. On Sa souhaite au carrière, Ghana évidemment, de ne... Ouais. voilà. Sa On carrière souhaite au a Ghana déraillé, de il pouvoir ne continuer sera jamais plus le même. On a à foutu sa jamais. vie en l'air pour des affabulatrices qui en avaient après son argent. Ouais. Sur ce, et en espérant au Ghana une bonne Coupe du Monde, ainsi qu'au Sénégal et aux autres qui entrent en scène, c'est la fin de cette édition du podcast de Jojo. Jojo, c'était un plaisir de vous avoir, comme d'habitude. Le plaisir est partagé. Bonne Coupe du Monde à tous. C'est le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell, une production Kobo Sport.